à tous, bienvenue, installez-vous. Bienvenue pour cette controverse sur un sujet brûlant. On va faire monter un peu la température. Les papy-boomers, un poids sur les économies. Je m'appelle Pierre Boyer, je suis professeur d'économie à l'École Polytechnique, directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques et chercheur affilié au CEPR. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants de grande qualité pour permettre de nous donner des pistes pour répondre à cette question, de par leur expérience et leur parcours actuel et les positions qu'ils occupent. Alors tout d'abord Magda Tomasini, qui est directrice de l'Institut national des études démographiques, qui est notre observatoire qui coordonne les études sur la démographie en France. Et Bruno Angle, qui est directeur général d'AG2R La Mondiale, compagnie qui assure les individus, les entreprises et les accompagne tout au cours de leur vie, et qui est aussi le leader français des compagnies d'assurance en 2022. Donc on va commencer avec Magda Tomasini pour les propos introductifs. Magda. Merci beaucoup. Donc la population vieillit. En 2050, une personne sur 6 sur la Terre aura plus de 65 ans. En Europe et en France et aux États-Unis, ça sera 1 sur 4. Il faut savoir que depuis 2018, les plus de 65 ans sont maintenant plus nombreux que les moins de 5 ans. Donc ce mouvement, la France n'y échappe pas. Actuellement, nous avons 1 personne sur 4 en France qui est âgée de plus de 60 ans. Alors, par rapport aux autres pays européens, la situation est moins déséquilibrée. La situation de la France est plutôt plus jeune, beaucoup plus jeune même, que l'Italie, où avec un taux de fécondité à 1,2, la situation est très très marquée, avec une population qui vieillit très vite. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a des territoires qui sont inégalement marqués par le vieillissement et certains territoires qui, en plus d'un vieillissement plus rapide que sur l'ensemble de la population, sont moins équipés en termes d'accueil pour les personnes âgées et avec une présence, donc moins d'aidants informels aussi disponibles sur place. Alors je pense par exemple aux Antilles, à la Guadeloupe et à la Martinique où le vieillissement s'accélère. Alors, en termes économiques, le niveau de vie des personnes âgées, enfin des plus de 60 ans, est proche du niveau de vie des actifs, mais ils ont accumulé beaucoup plus de patrimoine puisqu'ils sont en fin de cycle de vie. Et donc, ils ont un pouvoir économique. Ils ont un pouvoir économique en termes de consommation. C'est des gros consommateurs de biens et services. Ils ont un pouvoir économique en termes d'investissement avec le capital, le patrimoine financier détenu. Et ils ont aussi un potentiel en termes qui est plus difficile à mesurer, en termes d'aide auprès des jeunes et de soutien intergénérationnel et d'engagement associatif. Merci pour ces premiers éléments. Bruno, allez-y. Alors, je crois qu'il faut qu'on prenne tous conscience qu'on est véritablement à l'aube d'un choc démographique majeur. Alors pourquoi un choc démographique majeur ? En fait, moi je ne suis pas naturellement démographe, mais c'est assez simple à comprendre. Il y a 75 ans, il y a eu le baby-boom. Et donc, il y a une espèce de vague qui se propage depuis 75 ans, qui était d'ailleurs, on y reviendra, assez prévisible, qui n'a sans doute pas été complètement anticipée, et qui fait que 75 ans plus tard, les baby-boomers sont devenus, ou sont en train de devenir, les papy-boomers. Et c'est dû à la fois à cette vague démographique du baby-boom et aussi à l'allongement de la vie. Et donc la combinaison des deux, le fait du baby-boom et l'allongement de la vie, fait qu'on se retrouve dans une situation où, grosso modo, par rapport à il y a quelques années, le nombre de personnes qui franchissent chaque année en France la barrière des 75 ans est en train d'être multiplié par 4 ou 5. D'ici 2028, c'est dans pas longtemps, on aura entre 1 million et 1 250 000 personnes qui auront franchi ce seuil des 75 ans. Et donc, on est, de mon point de vue, devant un défi pour nous tous qui est probablement le défi le plus important avec celui du climat auquel nos générations ont à faire face. Alors, ce n'est pas nécessairement que des mauvaises nouvelles. Le fait de vivre plus longtemps, ça a évidemment des bons côtés. On va vivre de plus en plus longtemps dans une société qui aura 4 générations qui vont coexister. On était habitué à vivre à 3 générations.
on va vivre avec 4 générations qui coexistent. Et donc c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que de plus en plus d'arrière-grands-parents auront la joie de connaître des arrière-petits-enfants de plus en plus nombreux, et des arrière-petits-enfants auront la joie de connaître leurs arrière-grands-parents. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais évidemment, cette bonne nouvelle, elle s'accompagne d'un certain nombre de défis, qui sont des défis à la fois en termes d'offres de services, en termes d'infrastructures et en termes de financement. Merci pour ces premiers éléments. Alors avant de prendre les questions de la salle, j'aimerais quand même entendre Magda sur les enjeux financiers de la politique du vieillissement que Bruno a mentionné. Donc la direction de la recherche et des études du ministère de la Santé, la DRES, où vous avez eu un poste de responsabilité, estime qu'il faudrait pouvoir accueillir plus de 100 000 personnes âgées supplémentaires dans les établissements d'ici 2030. Comment on finance ce vieillissement ? Alors, comment on le finance ? Là, je vais déjà vous donner les enjeux financiers, parce que sur le vieillissement, on parle beaucoup des retraites, mais il y a aussi toute la politique d'accompagnement du vieillissement. Donc, d'après justement le compte de la dépendance qui a été élaboré par la DRES, en 2014, la dépendance représentait en gros 1% du PIB. À horizon 2060, on va dépasser les 2% du PIB. Et donc, c'est des masses financières qui sont énormes et sur lesquelles, finalement, d'après les exercices de projection, les hypothèses macro ne jouent pas beaucoup. Et c'est aussi des questions, comme je vois Jean-Michel Charpin dans la salle, voilà, je sais que ce sujet du financement de la dépendance est ancien, qu'en 2010, il présidait, enfin au début des années 2010, j'ai plus en tête précisément, donc il s'occupait du groupe de réflexion sur les premières lois sur la dépendance quand Roselyne Bachelot était ministre. Donc c'est quand même un sujet récurrent, plusieurs branches sont concernées, donc vous avez toute la branche maladie, pour les pathologies et le vieillissement. Vous avez aussi la branche famille avec l'aide au logement, les aides au logement dans les EHPAD, et des dépenses aussi qui sont invisibles, mais notamment un soutien fiscal qui est assez important. Donc, toutes c'est plusieurs en fait, instruments de la politique publique qui sont sollicités et sur lesquels il faut travailler. Très bien, merci pour ces éléments. Le défi, donc les montants sont vertigineux. Une réaction, Bruno, vous avez mentionné ce défi du vieillissement prévisible et pourtant qui n'a pas été anticipé. Alors la génération des papy-boomers qui occupent ou ont occupé des postes à responsabilité dans le public, dans le privé, et qui a aujourd'hui la gestion de son patrimoine financier et de son épargne, est-ce qu'on pourrait dire que cette génération est une génération d'irresponsables ? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que le propos n'est certainement pas d'accabler une génération, surtout une génération qui, quand on regarde les progrès dans de très nombreux domaines accomplis depuis 75 ans, incontestablement a fait progresser la société et progresser le pays. En revanche, sans les accabler, on ne peut pas complètement les absoudre, dans la mesure où, effectivement, il y avait un caractère anticipable à ces défis qu'on voit arriver aujourd'hui comme une vague, et la vague se rapproche de plus en plus. Donc le temps dont nous disposons pour apporter les réponses à cette vague, il diminue. Donc oui, indéniablement, il y a eu un défaut d'anticipation. Je disais tout à l'heure que pour moi, c'est le défi le plus important avec celui du climat. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que on peut corriger le tir de façon plus rapide sur les enjeux du bien vieillir qu'on ne peut le faire pour le climat. Pour le climat, il y a un côté effet embarqué des non-décisions ou des comportements passés qui fait que c'est très compliqué, on le voit dans toutes les projections, d'inverser la vapeur. Dans le domaine du bien vieillir, oui, ça aurait été mieux, ça aurait été préférable d'anticiper davantage, mais on peut raisonnablement considérer qu'on a encore la possibilité d'agir. Et c'est pour ça que, en tant que directeur général de l'Agence mondiale, j'ai sonné il y a plusieurs mois un peu le signal d'alarme, mais dans une optique constructive, en disant il faut sonner la mobilisation générale. Pourquoi ? Parce que je pense que face à un défi d'une telle ampleur, il n'y a pas un coup de baguette magique, une solution toute seule qui répondrait à l'ensemble des enjeux. Je pense que c'est d'abord des réponses qui doivent venir d'un panel d'acteurs, donc ça concerne aussi bien l'État, bien sûr, les collectivités territoriales, les entreprises privées et les citoyens eux-mêmes. Donc chacun doit être mobilisé. Il faut une notion de mobilisation générale par rapport à ce défi du bien vieillir. Et puis c'est une
palette de solutions qui comprend des sujets comme la formation, la valorisation des aidants, que ce soit d'ailleurs les aidants professionnels ou les aidants intrafamiliaux. Moi, j'ai été confronté à cette situation de façon assez proche, puisque mon père nous a quittés il y a à peu près un an. J'ai vu à quel point un aidant intrafamilial, qui en l'occurrence était ma mère, pouvait être épuisé par l'accompagnement de quelqu'un qui avait des soucis de santé qui faisaient qu'il se rapprochait de la fin de sa vie. Et ça, que ce soit les aidants professionnels ou les aidants intrafamiliaux, le diagnostic a été posé notamment par Madame Bourguignon quand elle avait parlé des 350 000. Mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement depuis pour répondre à ce diagnostic? À mon avis, pas suffisamment. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, ce sont les infrastructures. Alors, il peut y avoir des aspirations différentes parmi nos concitoyens. Il y a des gens qui ont envie d'aller vers des solutions collectives et il y a des gens qui préfèrent rester à domicile. Je pense qu'il faut que, collectivement, en tant que société, on soit capable d'apporter des réponses dans les deux cas. Pour les gens qui veulent des solutions qui sont des solutions collectives, il y a notamment les résidences-services seniors, qui sont un concept extrêmement différent de celui des EHPAD. On pourrait y revenir. Pour faire simple, la frontière entre les deux, c'est le soin. Les résidences-services seniors accompagnent des gens qui sont valides et qui cherchent un cadre sécurisé et une palette de services qui leur est offerte. Les EHPAD, évidemment, c'est des gens qui ne sont plus autonomes et qui ont besoin de soins. AG2R La Mondiale est devenu, il y a 2 ans, l'actionnaire principal, à hauteur de 67%, du numéro 1 des résidences-services seniors en France, qui s'appelle Domitis. On a par ailleurs des gens qui, eux, préfèrent rester chez eux. Et là, il faut être capable d'apporter des solutions. Ça passe par des choses extrêmement simples. AG2R, Agir Carco, comme d'ailleurs les autres acteurs de l'Agir Carco, proposent des diagnostics qui, pour 15 €, vous permettent d'évaluer les adaptations qu'il faut faire dans votre logement pour pouvoir rester à domicile. Donc 15 € pour un diagnostic, c'est quand même abordable par tout le monde. Et après, quand il s'agit des travaux eux-mêmes, grosso modo, l'ordre de grandeur, c'est autour de 10 000 €. 10 000 €, c'est très peu pour certains. Ça peut être beaucoup d'argent pour d'autres. Ce qui amène au dernier volet de la palette de solutions, qui est le volet financier. Il y a un outil qui est d'ores et déjà en place, qui a été mis en place par la loi Pacte, qui fonctionne bien, qui a un grand succès, c'est le plan d'épargne retraite. Pour les jeunes qui veulent se préoccuper de leur capacité à financer le bien vieillir suffisamment tôt, un jeune qui met autour de 30 ans 100 € par mois, il aura un capital de l'ordre de 75 000 € au moment de sa retraite, et donc il sera en situation de faire face. Évidemment, comme le Pacte, la loi Pacte et le PER, c'est des outils assez récents, ça n'est pas vrai pour les gens qui sont déjà plus âgés, mais là on peut réfléchir à d'autres types de solutions, notamment ce qu'on appelle la monétisation partielle du patrimoine immobilier des seniors, qui est une forme de solution plus sophistiquée au plan des options qui sont contenues dans la solution et plus éthique que le viager, qui est un mot qui est assez négativement connoté. Merci pour ces éléments qui nous touchent tous ici dans la salle, et je pense qu'on va avoir de nombreuses questions. Et une dernière question de ma part pour tous les deux. Nous avons parlé démographie, nous avons parlé finance, mais en toile de fond, il y a une question de justice. Une question de justice quand on pense au sein même de la génération des baby-boomers, mais entre générations, Bruno, vous avez mentionné que 4 générations vont coexister, dont 2 en même temps à la retraite, mais également justice entre territoires. Magda, vous avez mentionné la différence entre les Antilles, par exemple, et la métropole. Et donc, j'aimerais vous entendre tous les deux sur cette question de la justice, et en particulier, est-ce qu'on pourrait avoir des solutions pour éviter les conflits? Alors, Magda, peut-être? Je vais retourner sur l'exemple des Antilles, parce que le phénomène de vieillissement accéléré est finalement assez instructif pour ce qu'on va vivre aussi en métropole. C'est un petit peu un indicateur accéléré. Donc, avec l'enquête, donc les résultats dont je parle sont issus d'une enquête qui s'appelle Migration, Famille, Vieillissement, que nous avons réalisée à l'INED en collaboration avec l'INSEE, et dans laquelle ce phénomène de migration accélérée qu'on observe aux Antilles est lié à la fois à la baisse de la fécondité des femmes, mais qui reste quand même à un niveau de 2 enfants par femme, donc plus élevé qu'en métropole, mais aussi à des migrations des jeunes d'âge actif qui partent travailler en métropole. Et il se trouve que ceux qui restent, ce sont les moins diplômés. Donc vous avez à la fois un déséquilibre démographique et pour les personnes d'âge actif, un déséquilibre social, puisque ce sont des personnes qui sont peu diplômées. Et à cela se rajoute aussi un déséquilibre en termes de famille, puisque 60% des enfants de moins de 10 ans ont connu un épisode de monoparentalité et 30% la moitié de ces enfants
n'ont connu que la monoparentalité. Donc si vous regardez le destin des femmes guadeloupéennes et martiniquaises, elles ont à la fois des enfants toutes seules qu'elles doivent élever et des parents dont elles doivent s'occuper, le tout dans un contexte de précarité économique extrêmement forte. Donc je pense qu'il faut aussi penser les politiques au-delà des politiques à destination des personnes âgées, mais aussi des politiques de développement, d'acquisition de compétences pour ceux qui restent. Alors le service militaire adapté fait un gros travail dans ces territoires, mais c'est bien une politique sociale qui doit être vue de façon globale et pas seulement ciblée sur les plus âgés. Bruno ? Alors, moi, je prendrais cette question de la justice sous l'angle de la justice intergénérationnelle. Et je pense que c'est un sujet qui va s'imposer de façon absolument inévitable dans le débat public, compte tenu de l'arrivée de cette vague démographique qui, encore une fois, se rapproche de plus en plus. Moi, je pense, à titre personnel, et je me mets dans la génération, je suis probablement la queue de comète du baby-boom. Je suis né, c'est écrit sur ma chemise, en 64. Donc, je suis dans la queue de comète. Mais je me mets par solidarité dans cette génération des papy-boomers. Je pense que cette génération, on a de facto légué 2 dettes importantes aux générations suivantes. Une dette financière, 3 000 milliards pour ce qui concerne la France, et une dette écologique. Bon. Et donc, je pense que on leur a déjà légué ces 2 dettes. Si on pouvait s'arranger pour trouver des solutions financières intelligentes au sein de notre génération pour financer nos propres besoins du bien vieillir et du dépendance, moi je pense que ce serait plus juste. Très bien, mais merci beaucoup. On peut les applaudir effectivement. Merci pour ces premiers éléments. Il nous reste 8 minutes et 17 secondes et donc nous allons ouvrir la salle pour les questions. Merci de vous présenter, de faire des questions courtes. Les intervenants se sont engagés à faire des réponses courtes, comme ça on pourra prendre le plus de questions possible. Allez-y, monsieur, avec lunettes de soleil. Ah non, excusez-moi, c'était le monsieur juste derrière vous. C'est moi ou c'est celui de devant? Allez-y, allez-y. Peu importe. Allez-y. Allez-y. Avec le micro, avec le micro. Évidemment, papy boomer. Une question, madame, rassurez-moi. Est-ce que notre espérance de vie est toujours stabilisée à 86-87 ans, malgré le nombre de centenaires? Et ensuite, monsieur, je ne suis pas sûr que 4 générations qui vont cohabiter soit une si bonne nouvelle que cela. Ouais, merci pour ces premiers éléments. Alors, première question pour Magda. Alors, pour la question relative à l'espérance de vie, il ne vous a pas échappé que nous avons subi une pandémie. Donc il y avait un mouvement d'augmentation de l'espérance de vie, mais qui s'est stoppé. Il va falloir un petit peu de temps pour voir si l'impact le palier dans les gains d'espérance dans l'espérance de vie qui est atteint est lié à la pandémie, ou si c'est un palier un petit peu plus long. Donc voilà. On va devoir attendre un peu. Bruno, 4 générations en même temps. Alors, le titre de ce nouveau format, c'est controverse. Donc, c'est bien qu'il puisse y avoir des avis différents et des controverses. Moi, je pense que vivre plus longtemps, c'est une chance. Moi, je pense que la vie tout court, c'est une chance. Et donc, si on peut vivre plus longtemps, je pense que c'est une chance. Dans quel état? Alors, jusqu'à présent, il y a quand même plutôt un phénomène, je ne suis pas médecin, mais qui est, je crois, assez raisonnablement admis. C'est que, quelle que soit la durée de vie, ce sont les 2 dernières années qui sont vraiment difficiles. Et donc, si on a plus d'espérance de vie, on a aussi plus d'espérance de vie en bonne santé. Et moi, je pense que c'est une chance de vivre plus longtemps, mais ça renvoie à un certain nombre de défis qu'il nous faut collectivement résoudre. Merci. Allez-y, monsieur. De manière un peu provocatrice, on est dans une économie ultralibérale. Les personnes âgées, ça coûte cher. Que pensez-vous de la remise en place des camps de concentration et de l'annulation de toutes ces personnes qui ne vont plus rien rapporter? Si on rapporte, c'est bien. Si on rapporte plus, c'est encore mieux. Donc ça, c'était peut-être un petit peu provocateur, mais enfin, on en est là. Maintenant, je vous écoute dans ce que vous dites, dans ce que j'ai vécu, dans le concret. Là, par contre, ça fait moins rire, parce que le concret, ce n'est pas ce que vous dites. Les gens, aujourd'hui, les personnes âgées sont maltraitées. Et ça, c'est grave. Les enquêtes qui ont été faites sur les EHPAD, je vous laisse lire les comptes rendus, c'est une horreur. Maltraité. Alors, je veux bien, on a vécu 45, 50 ans,
dans le monde actif, et maintenant on est bon à être mis de côté. Je pense qu'il faut revoir votre façon d'appréhender le sujet. Les anciens, ils ont beaucoup à apporter, ne serait-ce que dans leur expérience, dans les entreprises, dans les administrations, etc. Ils ne sont pas à mettre de côté. Donc, ils ont une certaine valeur. Et je vous remercierai de la prendre en compte. Merci. Merci pour cette question. Donc, je pense qu'on avait déjà mentionné la chance de pouvoir avoir plusieurs générations qui coexistent, mais peut-être une réponse rapide. Je ne pense pas que c'est ce qu'on ait dit, puisque j'ai rappelé qu'il y avait une implication. J'ai rappelé le poids économique des seniors sur l'aspect donc consommation, donc moteur pour l'économie, sur l'aspect aussi investissement. Donc parce que quand on arrive en fin de cycle de vie, on a un patrimoine beaucoup plus important et donc on a fait des investissements pour l'économie. J'ai rappelé aussi le rôle dans l'intergénérationnel, dans l'aide et notamment dans ces 4 générations. Et enfin, dans l'engagement associatif. Donc, je ne pense pas qu'on ait eu une vision négative du vieillissement. Ouais, tout à fait. Bruno ? Alors, il y aurait beaucoup d'éléments de réponse. À titre personnel, mais je pense que je peux engager le groupe AG2R La Mondiale sans consulter mon conseil d'administration. Je suis contre les camps de concentration. Le deuxième point, c'est que, très sincèrement, dans un pays qui doit être à 57% de prélèvements obligatoires, je ne pense pas qu'on soit dans une société ultralibérale. Certains peuvent le regretter, certains peuvent penser le contraire. Et puis, troisième élément, sur les dérives. Indéniablement, il y a des dérives dans des EHPAD. Moi, je n'ai pas d'EHPAD dans mon groupe, donc je ne peux pas parler des EHPAD. Sur les résidences-services seniors, je connais. Chez Domitis, il y a des enquêtes de satisfaction. Le taux de satisfaction des résidents, il est autour de 97%. Donc, voilà. Donc, chacun a ses responsabilités sectorielles, mais je crois qu'il ne faut pas généraliser les enquêtes qui ont été publiées il y a 1 an, qui concernent des EHPAD et encore un acteur particulier des EHPAD à l'ensemble des acteurs du bien vieillir. Je pense que c'est un raccourci tout à fait injuste. Merci pour cette réponse. Madame, allez-y. Oui, merci de me donner la parole. Catherine Marcadis-Afflic, je suis conseillère en stratégie RSE. Merci pour vos interventions. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'opposer les différentes transitions en cours, la transition numérique, transition démographique et transition écologique, puisque toutes nécessitent des financements assez importants. Je voulais avoir votre avis sur cette dimension-là, sachant que ce qui serait intéressant aussi, c'est que, je vous donne aussi une partie de mon point de vue, c'est que justement dans cette transition démographique qui a un enjeu social fort, on puisse l'intégrer dans les dimensions de RSE et le S de RSE. Voilà. Merci pour cette question. Allez-y, Bruno. Alors, je pense que c'est une excellente question. Pour moi, c'est assez simple. Il ne faut pas les opposer. On a 2 défis devant nous. On a le défi du climat, on a le défi du bien vieillir. On doit trouver des solutions pour répondre aux 2 défis. Et donc, pour le dire dans une formule populaire, c'est fromage et dessert. Et pour le dire dans une formule plus politique, c'est du en même temps qu'il faut faire. Magda ? Non, je ne vais pas rajouter. Oui, je pense qu'il faut traiter globalement. Moi, je reviens juste sur le sujet de. Il ne faut pas non plus que les jeunes générations pensent qu'en n'ayant pas d'enfants, elles vont résoudre les questions climatiques, parce que dans ce cas-là, c'est la question démographique qui risque de s'aggraver aussi. Il nous reste 1 minute 19 secondes. Allez-y, monsieur, posez votre question. Bon, moi j'ai une question. Je suis Jean-Luc Garcia, donc je voulais juste savoir. Donc, un papy boomer, un poids économique sur un poids pour l'économie. J'aimerais avoir quelques chiffres sur le soutien que peuvent éventuellement apporter ces fameux papy boomers sur leur consommation. Est-ce que, je veux dire, c'est un facteur important de consommation, donc il faut s'en tenir compte. Ce serait, à la fin de la vie, ça coûte cher, mais j'aimerais que vous me donniez quelques chiffres. Merci. Merci. Donc, Bruno, Magda. Donc... Alors, je ne les ai pas sous la main. Il faut regarder du côté des comptes par catégorie de ménage d'Hippolyte d'Albis. Mais encore une fois, on ne remet pas en cause. Le titre était provocateur, mais il me semblait que notre discours n'était pas du tout dans ce sens-là. Voilà. Bruno ? Le titre de cette controverse relève de la liberté éditoriale du Cercle des économistes, mais vous n'avez pas retrouvé cette notion de poids pour les économies, je crois, dans les propos d'aucun des 3 intervenants qui sont sur scène. Exactement. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne peut plus prendre
Questions, on peut les applaudir. Merci Bruno Angle, directeur général à Z2R Mondial. Merci Magda Tomasini, directrice de l'INED. Au revoir, bonne fin de conférence.